Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Chien des étoiles de Dimitri Rouchon-Bory. Avant de commencer, je remercie les éditions Le Tripode de m'avoir envoyé ce roman pour en faire une chronique pour la sortie qui est le 15 ou le 16 août je crois, parce que j'avais bien aimé et que j'avais fait une chronique positive de son roman Le démon de la colline au loup. Alors, de quoi ça parle? On va suivre l'histoire de Joe, qui est un jeune gitan qui s'est pris un coup de tournevis dans la tête et qui va rentrer de l'hôpital assez différent. Il va rencontrer ensuite Papillon, un petit garçon de 11 ans, je crois, donc bon, petit, pas forcément, qui est aphasique, et une adolescente, Dolores. Et les deux vont s'embarquer dans une aventure qui ne va pas les laisser indemnes. Ce que j'en ai pensé? J'avais bien aimé la voix narrative du démon de la colline au loup, et là, est-ce que c'est parce que c'est à la troisième personne? Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'il y a moins de force dans le récit. Je trouve qu'il est plus superficiel, les scènes sont très rapides, on a l'impression en fait que l'auteur a pris beaucoup moins de temps pour le peaufiner. Il y a ce que je trouve souvent pas vraiment réussi dans certains romans, qui est que dans les scènes d'action, il n'y a qu'une accumulation de verbes. En fait, il y a aucun relief, on dézoome jamais. Là, par exemple, dans cette scène, Isaac soulève la redingote et montre un gourdin court. Isaac jette le gourdin loin dans l'eau. Joe se tourne vers Isaac. Donc voilà vraiment un côté un peu artificiel, et aussi que je retrouve lors de ses descriptions. Parce que quand il fait des descriptions sur la nature, sur les plantes, c'est exactement la même impression que pour le livre de Chris Offutt dont j'avais parlé en janvier, je crois, Nuit à Appalaches. On a vraiment l'impression en fait qu'il a ouvert un almanach et qu'il va nous faire le bingo de toutes les plantes sauvages qui apparaissent, mais sans jamais vraiment s'intéresser ni à leur couleur, ni à leur odeur, ni vraiment à la sensorialité de la plante ou de la nature. Et du coup, je trouve que c'est un peu... Enfin, ça va vraiment dans le sens de scènes non travaillées, de scènes qui est terminée avant même d'avoir commencé. Et comme pour le démon de la colline au loup, ce que je trouve un peu curieux, c'est le fait qu'il se penche toujours sur les classes les plus populaires, et pour en faire un tableau assez sale, assez partial, enfin vraiment la fange de la société, on a l'impression que c'est. Et je me demande si c'est pas à cause de son boulot, parce que comme Robert Diard, qui avait un côté mépris de classe un peu elle, les deux travaillent en fait dans la chronique judiciaire. Ce qui fait que je pense qu'ils ont souvent l'occasion de voir des gens des classes populaires qui sont dans des procès ou des trucs comme ça. Sauf qu'en fait, ça prend pas en compte le fait que souvent c'est les classes populaires qui se font choper et que la bourgeoisie fait le même genre de choses, mais de manière impunie, quoi, en fait. Donc je trouve que c'est assez curieux. Donc il donne une image assez éculée et assez mensongère du gitan, et on peut se dire, bon, après tout, c'est à peu près, je pense, au début du XXe siècle, donc c'est pas grave, si c'est un contexte historique qui est différent, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de mépris de classe, ou peut-être qu'il n'y a pas vraiment de message social. Même si on peut se dire aussi qu'au bout de 2 romans, forcément qu'il y a un message social. Enfin, pour moi, c'est délibéré quand même de toujours se concentrer sur ces classes pour en sortir quelque chose d'un peu de cours des miracles, freak show, quoi. En gros, les classes populaires, elles sont toujours sur la même note, à friser l'animalité, et ce, même pas d'une manière bien mise en scène. Parce que, en fait, ils vont tous parler de la même manière, et à la fois, ils parlent mal, en fait, ils bouffent leurs mots ou ce genre de truc, et en même temps, parfois, il va les faire parler par aphorisme pour avoir un peu de poésie dans son texte. Ce qui fait qu'on comprend pas pourquoi, déjà, d'une part, ils parlent toujours de la même manière, et aussi pourquoi, à chaque fois, enfin, il y a une alternance entre ce parler populaire et ce langage très soutenu qui ne fonctionne pas. Pour le fait qu'ils parlent vraiment de la même manière, pour preuve, en fait, il y a 2 ou 3 personnages qui parlent avec exactement les mêmes figures de style, c'est-à-dire des répétitions en fin de dialogue, pour appuyer un côté mystérieux ou fataliste ou ce genre de choses. Par exemple, à un moment, Mitchell dit « Je vais y veiller, je vais y veiller ». Quelques chapitres plus loin, ça va être Enrique qui va dire « Je sais pas, mais j'imagine, Suzy, j'imagine ». Et même Joe va faire la même chose, je crois, vers la fin du livre, ce truc de répéter, qui donne juste une impression de dialogue de western raté, quoi. Et à côté de ça, il y a aussi le personnage de Dolores, qui est la jeune fille, qui pareil, parle d'une manière très étrange, c'est-à-dire qu'il y a une scène où elle est dans des grandes envolées lyriques,
Et quelques pages plus loin, elle ne sait même pas ce que veut dire coton ou ce que veut dire hésitation. On comprend pas, il y a pas de logique. C'est à la fois on les prend pour des cons, mais en même temps on les utilise pour apporter une poésie un peu sensorielle, quoi, sensuelle. Comme pour Chris Offutt, on a affaire à une littérature assez infantile, je trouve, où les garçons font la bagarre et les filles ne servent que de monnaie d'échange pour entre eux, quoi. Et donc le personnage de Dolores est comme ça, elle n'a aucun désir propre, c'est juste le trope de la demoiselle en détresse. Je trouve que c'est assez fou que ce soit un personnage féminin encore possible en 2023. C'est-à-dire que les hommes vont toujours la ramener à ses pêches. Ce qui est amusant en plus dans le truc des pêches, c'est qu'en fait ils parlent tous de ses pêches pour parler de sa poitrine, sauf qu'il y a 1 million de synonymes pour parler de la poitrine d'une femme, et que se dire donc que ils parlent tous, ils utilisent tous le même terme sans s'être concertés, enfin, encore une fois, ça manque de cohérence, quoi. Je me suis même dit à un moment, il faudrait que ça s'appelle oh, les pêches de Dolores comme livre, parce que on parle plus de ça que du chien, quoi. Le gamin papillon, lui, est monolithique, il ne s'exprime que d'une manière, toujours avec la même palette gestuelle. Le fait qu'il soit aphasique n'empêche pas qu'il y ait quelque chose de très émouvant en lui ou ce genre de choses. Mais au lieu de l'utiliser, il lui fait tout le temps faire ce même signe, quoi. Alors que je pense qu'un personnage qui peut pas parler, comme ça, on peut lui faire vachement de choses, quoi. Donc on se dit que ces deux personnages ne servent à rien d'autre que d'investir Joe d'une mission virile, d'une mission protectrice contre d'autres forces viriles et masculines, quoi. Donc je trouve que c'est amusant quand même, parce que je pense pas que Rouchon-Bory ou que son éditeur ait conscience de cette portée un peu viriliste dans cette littérature-là. Il y a aussi ce que j'ai remarqué encore plus à la fin, mais je crois que c'est quand même latent à peu près dans tout le roman, c'est ce qu'on appelle le White Room Syndrome. C'est-à-dire que, en fait, on a l'impression qu'il y a une action sans décor, les personnages ne vivent dans aucun lieu vraiment décrit, jamais il y a une description longue qui va vraiment détailler toute la maison ou ce genre de choses. Je sais qu'on est au XXIe siècle et que c'est quelque chose qui se fait moins dans la littérature moderne, quoi. Mais je trouve que pour les romans d'action, ça peut être intéressant quand même d'avoir ce côté pour ralentir justement le côté trop action, 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 action. Ce livre, c'est ça, c'est tout le temps il y a des actions, et ça va de mal en pis. Son dernier, Le démon de la colline aux loups, c'était un peu la même chose, mais je trouvais que c'était mieux fait, quoi. Et, et là, en fait, c'est que ça. Il y a tellement de trucs, on prend jamais la peine de poser la caméra et de montrer qu'est-ce qui se passe, de montrer est-ce qu'il y a une adéquation ou une inadéquation entre l'intériorité du personnage et ce qui l'entoure, quoi. Et c'est dommage, parce que c'est ça qui permet aussi de s'y attacher. Et on ne s'attache jamais aux personnages, on ne s'attache jamais à leur amitié, parce qu'elle n'est jamais montrée, elle n'est jamais mise en scène. La fin est totalement abracadabrantesque. Je veux pas spoiler, mais on dirait vraiment du fanservice, ou qui s'est fait un Marvel Universe à sa sauce, quoi. Les scènes sont déjà vues 1000 fois, donc on va avoir affaire encore à une scène où c'est les villageois qui arrivent avec leurs torches et leurs fourches contre Frankenstein. À part quelques passages un peu poétiques, le style est anémique, ce qui m'a donné vraiment l'impression de lire le synopsis d'une série ou d'un film. J'ai l'impression qu'on a affaire à un plan, là, qu'on n'a pas, c'est pas un roman. Et j'ai peur pour l'avenir de la littérature, en fait. J'ai peur que ce soit, parce qu'en fait, ce livre m'a fait aussi penser à, comment ça s'appelle, Blackwater. Je ne doute pas qu'il va sûrement marcher assez. Je ne doute pas que les gens vont trouver leur compte dans ce livre, mais je trouve que c'est anti-romanesque un peu, parce que ça ne prend vraiment le temps de rien. C'est, voilà, c'est une sorte de plan et d'action qui s'enchaînent comme ça, avec des ellipses ou des scènes paresseuses. Par exemple, je pense vers la fin, quand Rouchon-Bory prend même plus la peine d'écrire, quoi, il va juste faire raconter ce qui se passe à son personnage. Donc, au lieu que ce soit mis en scène à travers un flashback, avec justement, encore une fois, un peu de sensorialité, quoi, un peu d'appel à l'imagination du lecteur, ça va être juste le personnage qui va raconter à son chien. Et en plus, la scène est vraiment marrante parce que le chien va tout le temps agir et faire ses trucs de chien. Joe va boire une gorgée de rhum entre chaque bloc de récit que Rouchon-Bory aura écrit. Et donc ça va être ça pendant toute la scène, quoi. Ça va être super répétitif. Le chien fait tout le temps ces mêmes trucs. Lui boit, et comme ça pendant toute la scène, quoi. Et c'est abandonner le roman. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est comme s'il avait son plan, qu'il avait la flemme de continuer, et que ce livre ne l'a pas emporté, qu'il n'a pas été habité par ce livre, et qu'il fallait le terminer, et que voilà, quoi. Du coup, il s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire ça, et puis ça a été approuvé. D'ailleurs, le chien, on a l'impression qu'il sort du chapeau juste pour justifier le titre.
À aucun moment je me suis attachée aux chiens, alors que c'est souvent ce à quoi on s'attache le plus quand on lit des livres comme ça humanise les personnages. Mais sauf que là, non, ça l'humanise pas, c'est cliché, quoi, c'est du vu et revu. Je sais pas si je continue, je sais pas si ça vaut le coup de continuer, mais j'ai encore d'autres remarques à faire, donc les voici. Par exemple, le livre s'appelle Le chien dans les étoiles, parce que Joe, normalement, fait des espèces de voyages astro, on a l'impression, et qui se retrouve dans les étoiles avec une chouette. Sauf qu'à aucun moment, encore une fois, je sais que je suis répétitive avec ma mise en scène, mais le roman, c'est ça, c'est montrer les choses, ne pas les expliquer, montrer. Et donc là, c'est jamais montré, c'est jamais bien mis en scène. Enfin, on comprend pas ce qui se passe, alors que c'est un peu l'idée du roman, quoi. S'il a eu son coup de truc, il est revenu différent, ben, on doit le montrer, quoi. Comme je disais, c'est l'un des plus gros défauts du livre. On se sent pas engagé, on s'en fout de ce qui va leur arriver. Et comme il a pas mis en scène du tout leur amitié, on s'en fout que ça se passe mal pour les autres personnages. En plus, on le sait dès le début. Parce que il y a une sorte de pressentiment. Déjà, sur notre livre, c'était ça, un manque de dosage dans la tension dramatique. Ça peut pas faire que aller de mal en pis, mal en pis, mal en pis comme ça. Sinon, le lecteur, il s'en fout au bout d'un moment. Il sait que machin va se faire tuer, machin va se faire violer, machin ceci, machin cela. Il faut donner de l'espoir pour le retirer comme un enfant cruel. Et pas juste casser tout le temps les jouets du gamin parce que, enfin, en gros, là, j'ai changé de métaphore, quoi. Mais non, mais en gros, j'ai l'impression que c'est comme si un auteur, ça doit être quelqu'un un peu sadique avec un enfant, c'est-à-dire il doit lui donner un joli cadeau et il doit lui retirer, tu vois. Et c'est comme ça que, enfin, je dis pas qu'il faut faire tout le temps comme ça, tu vois, je suis contre un peu les gros schémas narratifs vachement construits et tout, mais je trouve que dans ce genre d'histoire, ça marche bien, tu vois, s'il lui avait mis un peu d'avenir heureux, joyeux, etc., et qu'il nous le retire, on aurait eu un peu de tristesse ou d'empathie ou ce genre de... Sauf que là, en fait, tu vois, il fait que casser les jouets du gamin, et bon, au bout d'un moment, tu te dis, bon, de toute façon, tous ces jouets sont pétés, ça va être tout le temps la même chose, quoi. Ma métaphore est vachement bien trouvée. En plus, vers presque la fin du roman, il décide de couper la narration pour faire une sorte de longue ellipse sur plusieurs années. Et je trouve que là, à ce moment-là, il aurait dû rester là-dedans et ne pas nous dire ce qui était arrivé aux deux autres personnages, donc à Papillon et Dolores. Et je m'étais dit, franchement, là, c'est plutôt audacieux de faire ça, ça serait plutôt bien qu'on le devine en non-dit, en suggestion, en subtilité, en délicatesse, quoi, qu'on le comprenne à la manière dont se comporte Joe, mais sans que ce soit jamais explicite. Sauf qu'avec son super dialogue avec le chien, il va tout ruiner, il va ruiner la seule audace stylistique ou plutôt narrative qu'il a mise en place, quoi. Et c'est dommage. Pour terminer, comme chaque chapitre est très court, bah, l'action, comme je disais au début, elle est terminée avant même d'avoir commencé. Chaque chapitre, c'est une action, et à peine ça commence à installer le truc, le cadre, que voilà, c'est terminé. Et on est tout le temps un peu, oh ouais, fini, oh, chapitre 4, oh, chapitre 5, et je trouve que c'est vrai que c'est, je crois que c'était Bégodeau qui disait ça, tu sais, que ça reprenait un peu le truc de la série de surcouper un peu les romans pour que justement tu puisses à chaque fois retrouver où tu en étais, que c'est des petites séquences, tu vois. Sauf que, enfin, je trouve que ce qui est dommage, c'est que ce livre fait 41 000 mots, il est pas très long, que je crois qu'il fait 200 pages ou un truc comme ça. Je voyais la différence entre les pages sur ma liseuse et les pages qui étaient annoncées. En fait, il gonfle artificiellement le nombre de pages pour en faire un roman. Et je trouve que c'est abusé. Enfin, je pense par exemple, tu vois, à d'autres auteurs que j'aime beaucoup, Genada et tout. Je suis sûre qu'il ferait peut-être, après Genada est un peu connu, mais je vois que les gens, quand tu offres un Genada, ils rechignent plus, tu vois, à le lire parce que c'est 700 pages. Mais je trouve que c'est tellement plus agréable finalement de se couler, tu vois, dans un livre long et de le remâcher et de revenir et que ça prend le temps et que même parfois ça le prend trop, mais c'est ça qui est jouissif un peu. C'est ça le roman, tu vois, c'est pas une série, c'est pas et donc là, moi, franchement, ce livre, comme je disais, je sais qu'il va marcher comme la Blackwater ou ce genre de choses. En tout cas, c'est tout le mal que je leur souhaite. Mais je trouve que pour l'avenir du roman, ben ça m'inquiète un peu, quoi. Truc, on a l'impression que c'est comme une série ou comme passer d'un niveau de jeu vidéo à un autre niveau de jeu vidéo avec des mini-boss et des trucs comme ça. Et on a même Joe qui nous rappelle ce qui s'est passé précédemment comme un previously in the dog in the stars. Enfin, comme dans une série, quoi. Et c'est abusé, quoi. Donc voilà, j'aurais bien aimé apprécié ce livre, ça aurait été plus agréable pour moi, parce que c'est le premier service presse que j'ai, je suppose que ça sera le dernier sans doute. Et voilà, mais
je pouvais pas parce que franchement, c'est un des livres les plus ratés que j'ai lu cette année. Et je sais que c'est super cruel, mais franchement, il faut que Rouchon Boris se réveille parce qu'il avait beaucoup de potentiel, je trouvais, et que voilà, quoi, il revoit sa copie et il la revoit sévèrement, quoi. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.